Ici le Dr Paul Simard, psychologue, et bienvenue dans le défi Psychoctober, un défi qui consiste à faire une vidéo par jour, à tous les jours du mois d'octobre. Aujourd'hui, on va parler des silences vides et des silences pleins. Donc, un phénomène que j'observe quand même assez souvent en consultation, c'est-à-dire la gestion des silences, qui peut être pour certaines personnes très difficile et pour d'autres quelque chose qu'ils recherchent vraiment fortement. Donc, avant d'entrer au cœur du sujet, je vais vous rappeler que le défi Psychoctober a une vertu éducative. Donc, ce n'est pas un remplacement de psychothérapie, mais ça vise à vous équiper de certains concepts qui pourraient vous permettre d'amorcer certaines réflexions sur le plan psychologique. Également, il ne s'agit pas d'une démonstration scientifique avec des références sur chaque point, donc je vais faire de la synthèse, puis faire des synthèses ou de la vulgarisation professionnelle ou scientifique, c'est toujours imparfait. Donc, gardez à l'esprit qu'il s'agit d'une présentation synthèse afin de faciliter un début d'amorçage de réflexion sur le sujet. Je vais vous mettre également en description le lien de mon site web qui vous permettra de me poser des questions personnalisées de manière confidentielle afin de vous permettre d'approfondir certaines notions. Et je vais bien sûr, comme le titre le dit, question confidentielle, c'est je protège la confidentialité des gens qui posent les questions avec ce programme. Également, si au cours du visionnement de cette vidéo, vous éprouvez de la détresse psychologique ou que ça vous touche personnellement, eh bien, je vous invite à contacter un professionnel de la santé qui saura vous accompagner de manière personnalisée, spécifique à votre situation, parce que ici, je vais parler de grandes généralités et non pas de vous précisément, parce que vous, je ne vous connais pas personnellement, donc des grandes généralités afin de soutenir un apprentissage. Maintenant que ceci est dit, on va entrer dans quelques nuances associées au thème de silence vide ou silence plein. La question m'est venue aujourd'hui lorsque je me rappelle à quel point c'est difficile pour certaines personnes en consultation de plonger à l'intérieur de leur souffrance ou juste à l'intérieur d'eux, connaître leur source de plaisir. Ça peut être aussi difficile que connaître leur conflit interne ou qu'est-ce qui les angoisse. Donc un silence vide, si j'avais à le résumer, c'est quoi? Je vous dirais que c'est une personne qui, lorsqu'elle est en consultation, on met le psychologue ici, on met le client ici, lorsque le psychologue arrête de parler, la personne arrête de parler elle aussi. Donc c'est un silence vide, il n'y a rien qui se passe. Vous savez l'analogie là, du chevreuil qui se fait éclairer par les phares d'un véhicule en pleine nuit, là, il se tourne vers le véhicule, puis donc la sidération associée avec il n'y a rien qui se passe à l'extérieur, puis là la personne fige. On est dans un contexte qui peut bien souvent être associé avec de l'hypervigilance. Puis c'est comme si le silence, quand il n'y a rien qui se passe à l'extérieur, le système nerveux, il se dit oh merde, c'est pas supposé. C'est pas supposé d'être comme ça. Donc là, il y a comme une anticipation de menace. Puis là, on est dans la définition de l'anxiété à ce moment-là. Donc, grande anxiété quand il n'y a rien qui se passe. À quoi ça pourrait nous renvoyer, ça, le fait que lorsqu'il n'y a aucun stimulus, aucun stimuli, pardon, il y a une réaction de défense? Eh bien, ça pourrait être associé avec des revivances du passé, des souvenirs ou des difficultés à être en relation de manière réciproque. Si on a toujours vécu une vie basée sur ah ouais, là, réponds rapidement, là. Puis ce que tu ressens, non, c'est pas important, là. Ah ouais, fais ça. Donc, une vie basée sur le faire ou sur le paraître, c'est bien différent d'une vie qui donne accès au être intérieur. Puis je crois que c'est ça la fenêtre d'opportunité à saisir, c'est comprendre qu'est-ce qu'il y a dans être présent. Qu'est-ce que ça veut dire, ce concept-là bizarre de être? En réalité, on pourrait dire que le silence est vide seulement parce que vous n'êtes pas dedans. En réalité, le silence, c'est peut-être une conception de l'esprit. Parce que si vous tournez votre attention vers l'intérieur de vous, que vous partez à la recherche de ressentir des nuances, ben en réalité, c'est plus vide. Parce que vous êtes là, vous êtes en train d'injecter avec votre attention de la connaissance ou de l'observation. On pourrait dire que l'attention, c'est comme un peu le lecteur de disque ou le lecteur à l'épicerie, qui lit la vie. Mais l'attention va également beaucoup contribuer à encrypter à l'intérieur de nous des souvenirs.
des expériences. Il n'y a pas beaucoup d'expériences ou de connaissances que vous avez sur lesquelles vous n'avez pas mis votre attention à un moment donné ou l'autre. Donc, il faudrait garder à l'esprit que la maîtrise de l'attention, c'est extrêmement puissant pour aborder la question du silence. Donc, autant qu'il y a des gens qui vont sentir que le silence est associé à un vide intérieur, une menace, une anxiété, de l'hypervigilance externe, bien, il faudrait ici revenir un peu plus en détail sur c'est quoi ça, ce vide-là. Si c'est plus vide quand on regarde à l'intérieur, ça veut dire qu'en réalité, c'était juste un sentiment de vide. Un sentiment, ça appréhende un phénomène. Donc, on dirait que ça l'appréhende, un vide. On dirait que c'est vide. Mais et si c'était vrai? C'est vrai que c'est vide si vous n'êtes pas là, justement. Donc, moi, je rencontre des gens en consultation. On explore des thèmes. Puis là, à un moment donné, je reste là. Puis là, moi, j'écoute à l'intérieur de moi qu'est-ce que ça me fait, le récit que la personne est en train de raconter. Puis là, pendant ce que j'essaie de comprendre, de faire des fils conducteurs entre les idées, entre mon ressenti, entre m'occuper de moi-même aussi, parce que moi aussi, je suis là pendant la rencontre. Donc, pendant que je fais ça, je peux être silencieux. Puis là, j'observe parfois des gens qui vont essayer de lutter contre ça, là, contre le fait de figer. Ils vont lutter de deux manières. Soit ils vont appuyer sur l'accélérateur pour me donner encore plus de détails. Donc, c'est une manière, quelque part, d'essayer de chevaucher par-dessus l'anxiété. Ou soit ils vont faire de l'évitement, puis, poum, ils arrêtent eux autres aussi, puis ils attendent. Donc, si j'arrête mon explication ou je pose plus de questions, la personne va être comme ça en attente. C'est comme ça disait, ben, le psychologue, répare-moi. Répare-moi là, moi je suis là pour ça, là, je te l'ai dit, vas-y, répare-moi. Mais ça demande une collaboration active de la personne qui est là en thérapie pour pouvoir construire le mieux-être. C'est pas comme si moi je travaillais sur un objet comme psychologue. Je travaille avec un sujet. Moi aussi je suis un sujet, donc c'est de l'intersubjectivité. C'est pour ça que j'aime bien dire que le silence, c'est une technique de ponctuation dans la communication. Puis il y a beaucoup de gens qui commencent à être au courant de la symbolique généralement associée avec le point-virgule. Vous savez, le point-virgule dans une phrase, c'est rare qu'on l'utilise. Mais c'est un symbole qui est rendu notamment très utilisé dans le tatouage pour représenter le contact avec le moment présent. Pourquoi? Eh bien parce que le point-virgule, il nous dit qu'il y a une proposition initiale qui est faite, il y a un marqueur de temps qui n'est pas terminé. Non, mais la proposition est séparée quand même, mais la proposition générale n'est pas terminée. Et qui se termine à la deuxième partie de l'énoncé, point. Donc le point-virgule, marqueur de moment présent, c'est comme si on faisait un petit blablabla, blablabla. Ben, ce moment-là de contact avec le moment présent peut se faire avec le silence. Puis quand on est dans le concept ici là, de marqueur de transition de temps, dans l'utilisation du silence, eh bien, c'est pas moi qui invente ça, hein, l'utilisation de ce genre de contexte-là en thérapie ou en éducation. Je vais vous citer une étude, puis là, je vais vous la mettre en description également. C'est une étude qui a été publiée en 2020 sur la perception du temps qui passe en lien avec le silence. C'est en anglais, là, pour ceux qui ne parlent pas anglais, désolé. Je vais vous la traduire. Attente, pensée et sensation, les variations de la perception durant le temps de silence. C'était publié dans Frontières en psychologie, donc 2022. Waiting, thinking and feeling, variation in perception of time during silence. Donc, dans cette étude-là, ce qui a sorti notamment, c'est qu'à travers différents contextes d'exposition au silence, ils ont montré que le silence favorisait grandement la détente, la relaxation, l'amélioration d'humeur, et ils ont également souligné une modification dans la perception du temps et principalement via l'orientation dans le moment présent. Donc on pourrait dire que le silence favorise de faire une mise à jour, de clarifier qu'est-ce qui est en train de se passer ici. Ça veut aussi dire que si on n'est jamais dans le silence, on est plus dans un brouhaha de mots qui, bien que parfois peuvent être des mots très sensés,
peuvent également être des mots qui nous écrasent, des mots qui créent de la confusion. Moi, j'ai également des patients qui sont dépassés par la quantité de mots que je veux dire. Je me suis déjà fait dire en début de carrière, d'ailleurs, à un moment donné par une personne, mais tu parles donc bien dans les rencontres. Moi, je voudrais quelqu'un qui m'écoute. Puis là-dessus, il y a plein de styles de psychologues. Il y en a qui sont plus interventionnistes, il y en a qui sont plus silencieux en retrait. Puis de la même manière que j'ai eu le commentaire que je parlais trop, que j'ai eu également le commentaire de gens qui disaient ah, ça fait tellement du bien là, enfin de voir un psychologue qui parle, là, puis qui nous donne un feedback parce que tu me dis plus d'affaires en une rencontre que dans mon ancien suivi sur 20 rencontres. Bon, ça ne veut pas dire que c'est meilleur par contre, hein? Ça veut juste dire que ça devient une adéquation avec les besoins ou les désirs de la personne. Il n'y a pas une seule technique qui est garante du succès thérapeutique. Puis comme vous avez vu, je ne suis pas en train de dire que mon utilisation du silence ou de la parole en thérapie convient pour tout le monde. Ça ne veut pas dire que je suis le meilleur psychologue, loin de là. Moi, je pense que je suis pas mal dans la moyenne comme au niveau de l'efficacité. Mais dans la réflexion qu'on peut avoir sur le silence, on a vu ici que ça avait un impact, notamment avec l'étude, là, sur la perception du temps qui passe. Puis c'est un concept qui a été aussi étudié dans la psychologie proche de la motivation, là, la psychologie de l'expérience flow. Donc l'expérience optimale, le fait de se sentir dans une perception du temps qui roule. Là, puis c'est là qu'on rejoint le concept de silence plein. Donc dans un silence plein, c'est qu'on échange, on discute, il y a de l'écoute, il y a des questions d'approfondissement. Puis là, bien souvent, je vais entendre en consultation des gens qui disent « Hein, on est déjà rendu à la fin? » C'est quand je leur pose ma question le typique de fin. Alors avec quoi tu restes aujourd'hui? Alors, si on se dirige vers la fin de la consultation, est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais qu'on termine avant de boucler sur la fin? Alors, que dirais-tu qu'on passe à te donner un exercice d'ici la prochaine rencontre? Puis là, les gens font comme « Ah! » C'est souvent 3 ou 4 mêmes questions que je pose tout le temps. Là. Donc, l'idée, c'est de commencer à amorcer la fin. Puis là, il y a des gens qui sont surpris. Ils ne réalisent pas que ça faisait 50 minutes qu'ils étaient en consultation, là, puis qu'il y avait un échange, parce qu'ils étaient peut-être dans l'expérience optimale. Donc, ce qui décrit ce concept-là, c'est notamment la conjonction de 2 éléments. C'est un juste niveau de mobilisation de leurs compétences, donc là où ils sont rendus, et un juste degré de difficulté sur le niveau de la tâche demandée. Donc ça, c'est peut-être les techniques du psychologue ou les explications que je donne à la personne. Parce que si, moi, comme psychologue, je sous-performe et que je ne donne pas assez de contenu, la personne peut trouver ça vraiment ennuyeux, plate et non efficace ou se sentir seule même pendant la thérapie. Mais si je donne trop de contenu pendant les consultations, la personne elle peut se sentir envahie, submergée, non écoutée. Fait que c'est toute une adéquation. Hein? C'est pour ça qu'on dit que c'est une compétence. Le silence est notamment la compétence de ponctuation, de c'est quand que c'est le temps d'arrêter, c'est quand que c'est le temps de dire. Puis, puis le patient ici, dans son juste niveau de compétence, ben lui, normalement, il va tendre à progresser au cours des consultations. C'est-à-dire qu'au début, quand je rencontre une personne, bien souvent, il va falloir passer par une phase d'accumulation de concepts liés à la psychologie. Donc oui, la personne va parler de ses souffrances, mais moi, je vais lui expliquer un petit peu de concepts liés à la santé. Fait que, OK, l'idée, c'est qu'on aille pas mal à la même hauteur. Là. Puis là, si la personne fait des progrès fulgurants dans une consultation, ben moi, j'ouvre les vannes, puis je monte aussi. Puis c'est ça l'idée, c'est la maîtrise de soi. Moi, je ne livre pas toutes mes connaissances en psychologie d'un coup sec pendant une consultation. Mais par contre, je l'ai déjà tout enregistré, ce que je vais enseigner aux personnes dans un programme web. Il est également sur mon site web, là, si vous voulez aller voir sur okensemble.com. Vous allez voir tous mes programmes web. Donc, le programme pré-thérapie des outils pour avancer, c'est quasiment 8 heures sur 21 capsules vidéo thématiques. Toutes des affaires que je vais vous expliquer en consultation de toute façon. Donc, peut-être que la personne, si elle est prête, elle, qu'elle a un gros niveau de connaissance d'elle-même, puis qu'elle est silence, là, non, elle n'en veut pas de silence, elle veut de l'information. Ben, poum, c'est prêt, je suis déjà là. Dans le fond, l'offre de service est déjà prête. Mais par contre, si une personne est très blessée, qu'elle a vécu des traumas ou qu'elle a vécu un deuil grave récent, c'est tellement fragile à l'intérieur de soi que moi, je vais devoir descendre mon niveau
d'intervention pour me mettre en synchronisation avec elle. Puis le deuil, c'est notamment la raison de consultation pour laquelle je vais le moins parler en consultation de manière générale. Ça, c'est parce que la blessure reliée au deuil, c'est une blessure de perte. Perte d'un lien significatif bien souvent. Puis la présence en thérapie, la présence bienveillante du psychologue, juste le fait d'être là avec, c'est déjà en train de permettre à la blessure du deuil d'exister dans un environnement sécuritaire, sans chercher à réparer quoi que ce soit de manière technique ou artificielle. C'est peut-être juste comme une exposition à un concept de bienveillance et de personne qui est là. Puis là, oui, bien sûr, je vais rebondir, je vais pouvoir expliquer des choses à la personne. Et moi, j'ai une petite idée comment ça marche le deuil à l'intérieur de moi. Donc, je peux juste lui offrir ma présence, quelques questions d'approfondissement, puis la personne fait souvent le chemin pour reforger un équilibre dans ses frontières qui sont comme blessées ou qui ont été déchirées par la perte de la personne aimée. On n'est pas en train de parler de dépendance ici, on est en train de parler de respect à la dignité de la personne qui est dans une souffrance reliée à une perte. Juste le fait d'être en coprésence de quelqu'un, d'être disponible pour l'autre personne, même pas besoin de rien dire. C'est en train d'une certaine manière de remplir ça. Mais si une personne est en deuil, puis qu'elle vit une grande perte externe, mais qu'elle ne sait même pas comment on fait pour regarder à l'intérieur de soi la perte intérieure puis la blessure intérieure, ben là, il est possible que je vois observer en thérapie le comportement que je vous ai dit, là, de figer, de parler de sujets par-dessus qui ne sont pas importants ou qui ne sont pas les bons. Faire du remplissage en thérapie, ça existe. Ça peut être une manifestation de l'anxiété ou des luttes intérieures qui ne sait pas comment se déposer dans l'angoisse. Parce que ça fait tellement mal. Ça semble tellement vide pour plusieurs personnes que leur dire qu'il faudrait qu'ils regardent à l'intérieur d'eux, c'est comme leur proposer d'entrer dans un broyeur. Là, puis ils disent « oh, je veux pas entrer là! » Donc c'est pour ça que ça prend, encore une fois, l'affaire du défi optimal, la zone d'expérience flow, un juste niveau de défi avec le niveau de compétence de la personne sur l'exploration de son vide intérieur. Puis dans ce cas-là, moi, je pourrais faire des exemples de dévoilement personnel, dire comment moi, je m'y suis pris. C'est une des techniques, d'ailleurs, un des principes donnés par les études scientifiques qui favorisent le dévoilement du thérapeute en consultation. C'est pour appuyer des similitudes afin de donner espoir à la personne sur là où elle est rendue si elle est prise. Ça devrait pas, la thérapie ne devrait pas être un espace où le psychologue il parle de lui pour ses besoins puis demande conseil au patient. L'idée, c'est d'appuyer un apprentissage afin d'humaniser la démarche. On a dit qu'on était dans un espace d'intersubjectivité, mais ça veut dire qu'on est deux êtres humains ici. Hein. Comment on fait pour tendre la main à quelqu'un avec de la compassion humaine s'il n'y a pas la possibilité d'éprouver la souffrance avec l'autre? Faut juste pas que ça crée de confusion. Si ça crée de la confusion sur c'est qui le thérapeute, c'est qui l'aidant, là, on n'est plus vraiment dans une thérapie sécuritaire. Puis là, ça se pourrait que ce soit le psychologue qui remplit le vide avec toutes sortes de contenus. Moi, notamment, c'est des choses parfois que j'observe à l'intérieur de moi. Je regarde, puis là, je dis, ah, là, je me sens mal, la personne ne parle pas. C'est-tu parce que je suis mal à l'aise? C'est-tu parce que j'ai rien compris de ce qui se passe dans cette séance-là de thérapie? Ou si c'est parce que c'est une perception intérieure de malaise qui est une réaction contre-transférentielle du transfert du patient dans son site. Donc, les concepts de psychanalyse, c'est le fait de transférer à l'autre le ressenti. Aujourd'hui, dans les théories de l'apprentissage, on parlerait davantage des phénomènes de contagion sociale qui s'inter-influencent l'un l'autre. Donc, le psychologue se fait influencer par la souffrance et les espoirs du patient, puis le patient se fait influencer par les espoirs et les convictions du psychologue. C'est un espace intersubjectif. Et moi, je suis chanceux, là, je sais comment m'occuper des souffrances. Donc, je peux accueillir beaucoup de souffrances des clients parce que je sais le trier. Ça ne crée pas de confusion en moi. Mais par contre, il faut aider les gens qui viennent consulter à faire du ménage là-dedans.
Donc, silence vide, silence plein. C'est particulier le jour où on fait la différence. Quand on peut profiter des moments de silence comme étant une occasion d'approfondir quelque chose. Puis moi, je le vois souvent dans dans la mimique des gens ou dans les yeux. Là. Une personne, je vais vous faire une démonstration grossière qui ne peut pas refléter tous les mécanismes intérieurs, là, mais une personne qui est dans un silence vide va être souvent comme ça. C'est-à-dire qu'elle me donne toute son attention, puis elle attend. Là. Il n'y a rien qui chemine à l'intérieur. Elle attend. Silence vide. Puis là, je vois grandir l'attention. Là. Puis là, je le sens en dedans de moi, l'attention de la personne qui est en... Alors qu'un silence plein, c'est quelque chose qui ressemble à ça. Le regard est tourné vers l'intérieur. Tu sais, le regard n'est plus tourné dans le contact externe environnemental. Il est comme bloup. Ah, t'as peu. Puis là, même le regard devient flou, puis la personne a fait comme des liens intérieurs. Elle est en train de faire un voyage dans son monde intérieur. Donc, elle n'est plus dans le vide, là. Elle est dans un silence plein pour lequel elle a juste besoin d'avoir une personne qui est en assistance, qui fait juste être présent avec elle, coprésence sécurisante, qui lui permet de poursuivre son cheminement intérieur. Puis là, ça peut durer quelques secondes ou ça peut durer quelques minutes. Mais je vous dirais qu'un silence vide, par contre, moi, je ne tolère pas ça longtemps. Parce que quand je vois que la personne est prise comme ça, silence vide, en sidération, quand ben même que je la laisserais être là-dedans pendant toute la rencontre, elle ne fera pas plus de cheminement. Elle pourrait même se trouver elle-même poche de ne pas réussir à faire quelque chose de satisfaisant en thérapie. Puis là, la thérapie devient iatrogène. Ça veut dire qu'en lui-même, le silence était en train de blesser la personne qui était déjà blessée. Donc moi, en tant que psychologue, je ne vais pas tolérer longtemps les silences vides, mais les silences pleins, je n'ai pas de problème avec ça. Si je vois que la personne est en train de cheminer, moi, je prends mon pad, j'écris. Faisons un exercice de silence plein. Puis là, ça m'est déjà arrivé de voir une personne faire des liens comme ça pendant 15 minutes. Puis là, elle se questionnait, elle prenait des notes, elle retournait en dedans d'elle. Elle voulait me poser une question, mais non, elle retournait en dedans d'elle. 15 minutes là, de silence, mais c'est un peu niveau olympique de silence plein, ça, là 15 minutes. Il ne faudrait pas que vous idéalisiez ce délai-là de temps. Hein. Il y a des gens qui font un silence plein de 1 seconde. C'est correct, ils repartent dans l'action après. Mais c'est très beau à voir une personne qui construit progressivement la capacité de remplir son vide intérieur. Puis pour ça, pour ce faire, moi je vais faire à l'occasion, chez les gens que je vois qui font souvent un silence vide, je vais leur proposer l'exercice suivant. Je te propose de faire un exercice de silence. Puis là, juste le fait de faire ça, des fois les gens sont comme « j'aime pas ça! » Je dis « Mais je sais que tu trouves ça difficile, donc si tu es d'accord, on va faire un exercice de silence de 30 secondes. Est-ce que ça te va? 30 secondes, c'est-tu trop long? Puis là, il y a des gens qui vont négocier, qui vont dire c'est trop long, 30 secondes. On peut-tu faire 15 secondes? Puis là, je dis OK. Donc là, on va le faire ensemble. On va faire l'exercice de silence de 15 secondes. Je vais vous le montrer exactement la même manière que je fais avec mes clients en thérapie. Donc, je ne vais pas parler pendant 15 secondes. Et pendant ce temps-là, votre mission, ça va être d'observer à l'intérieur de vous comment vous réagissez. Mais vu que je suis avec vous présentement, je vais quand même faire toutes sortes de patentes, moi, de mon bord. Puis je voudrais que vous portiez attention à comment vous sentez à l'intérieur de vous. 15 secondes, hein, qu'on a dit. Ça ne devrait pas être si long que ça. Puis si vous voulez le sauter, vous pourrez le sauter dans la vidéo, là, 15 secondes. Donc c'est parti, je mets mon minuteur ici. Moi, je vais faire toutes sortes d'affaires pendant ce temps-là. Puis vous allez observer à l'intérieur de vous s'il y a des mouvements, s'il y a de l'agitation, si c'est calme, si vous vous sentez bien. L'idée, c'est juste que vous observiez, que vous fassiez une description. C'est parti, 15 secondes. C'est fini. Donc, comment ça s'est passé? Peut-être que si vous aviez des difficultés à vivre le silence, juste ce 15 secondes-là, ça a été difficile. Peut-être aussi que quand moi je me suis tourné comme ça, vous avez dit « Phew! Il n'y a plus le contact visuel ou il ne regarde plus l'écran. » Mais que là, tout d'un coup, quand je me suis approché, vous avez peut-être senti
Ah, mais pourtant, vous êtes en train d'écouter une vidéo sur une plateforme web. C'est pas une vraie personne qui était en train de s'approcher de vous. Vous pouvez même appuyer sur pause puis recommencer si vous voulez. C'est la magie de la rediffusion. Mais voyez que les écrans, normalement, si vous aviez des difficultés à éprouver le silence, ça se peut même que juste cet exercice-là de 15 secondes ait éveillé à l'intérieur de vous des Hi! Quand je regardais comme ça, des fois ça fait les gens ils sont tendus d'avoir un contact. Puis en plus, quand j'approche, il y a des gens que ça leur contracte intérieur. Ou il y en a d'autres qui disent Ah, c'est le fun la proximité. Mais c'est dans des exercices intersubjectifs comme ça qu'on peut commencer peut-être à débloquer une petite connaissance de Ah, il y a des choses qui bougent en dedans de moi que je ne savais même pas qui bougeaient en dedans de moi. C'est que ça veut dire que quand je pensais que c'était vide, un silence vide, en réalité, il y avait plein de choses qui se passaient. C'était pas vide pantoute. Ah, fait que là, je peux commencer à l'observer. Je peux être dans un silence plein associé à la connaissance et à la maîtrise de soi. C'est tellement libérateur quand on commence à identifier les phénomènes intérieurs de mouvement, de tension, d'appréhension, de crainte, de rejet, de dégoût, de... juste le fait de commencer à se mettre à l'écoute de ces choses-là. Dans un point-virgule de ponctuation communicationnelle, c'est en train de nous équiper de quelque chose. Laissez-moi voir dans mes notes si j'ai pas oublié un point. Ça fait pas mal l'essentiel des concepts de silence vide, silence plein. J'espère que si vous vivez des difficultés à éprouver le silence, puis que vous trouvez qu'il est vide, que c'est comme une menace et que ça génère de l'anxiété, j'espère que le petit exercice de silence de 15 secondes vous aura permis d'apprendre des choses. Puis quand on est capable de l'étirer sur 30 secondes, une minute, ben peut-être qu'on peut commencer à amorcer ensuite des concepts comme la pleine conscience. Ah, ça veut dire qu'il faut d'abord apprendre à maîtriser son attention à l'intérieur de soi. Étape 1, maîtrise attentionnelle. Je peux la mettre là, je peux la mettre là. Étape 2, pleine conscience. On ouvre sur des phénomènes, on conscientise des trucs à l'intérieur de soi. C'est plein, pleine conscience, on éprouve pleinement les choses. Puis si vous êtes rendu bon dans la pleine conscience, ben peut-être que vous pouvez passer au niveau 3, qui serait une forme de méditation assez avancée. Méditer, c'est pas être comme une plante. Ça peut être très actif, la méditation. Mais si vous l'amorcez comme étant une tentative de relaxation, un point-virgule, ou que c'est une déconnexion, c'est pas vraiment ça de la méditation, à mon avis. Mais il y a tellement de... C'est polysémique ça aussi, hein, plusieurs sens au mot méditation. Donc sur ces sages paroles, j'espère que vous aurez appris des choses et que le défi Psychoctober vous accompagne dans cette entrée de l'automne de manière à la fois éducative et confortable. Je vais boucler la vidéo là-dessus pour aujourd'hui et j'espère que je vous retrouverai demain dans la suite du défi Psychoctober. C'était le Dr Paul Simard, psychologue. Et si vous voulez me rejoindre, ben, je vous rappelle que mon lien sur mon site web vous donne toutes mes coordonnées si vous voulez me rencontrer, voir mes programmes ou ben voilà. Donc, on se dit à demain.